Eh bien, bonjour les amis et bienvenue dans cette téléconférence Cessez d'être occupé, devenez productif. Euh, eh bien, dans laquelle nous allons voir 4 moyens simples, concrets, pour être plus productif. Si vous avez l'impression de courir après le temps, de ne pas avoir assez d'heures dans vos journées et assez de journées à la fin de vos semaines, vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous avez déjà passé des journées à courir dans tous les sens, à abattre un boulot de fou et pourtant ressentir de la frustration lorsque cette journée se termine? Est-ce que cela représente en fait l'ensemble de vos journées? Nous allons voir ensemble comment remédier à cela. Mais d'abord, voyons comment bien réussir cette conférence. Voici quelques recommandations. Pour réussir cette téléconférence, je vous invite à fermer les applications à bande passante, c'est-à-dire votre boîte mail, votre boîte de messagerie, Internet, vous n'en avez plus besoin, Skype, si vous avez tout ce qui fait la bande passante, pourrait faire des interférences soit au niveau des images, soit au niveau du son. Éteignez vos portables et toutes les sources de distraction, la télévision, autres. Fermez la pièce dans laquelle vous êtes et prévenez votre entourage que pendant 1 heure et demie, vous n'allez pas être disponible. Prévoyez de quoi boire. La conférence va durer 1 heure et demie, hein, mais donc c'est toujours mieux de boire pour être concentré. Surtout prévoir de quoi prendre des notes, un papier, un crayon, parce que bien sûr, même si la téléconférence est enregistrée, ça sera plus facile pour vous de mémoriser les choses que vous avez apprises pendant la téléconférence, de mettre tout de suite en action. On va faire des petits exercices. Et puis également de vous rappeler les choses sans avoir à vous revisionner 1 heure ou 1 heure et demie de téléconférence. Alors, le sommaire de cette téléconférence. Nous allons voir dans la première partie pourquoi les méthodes de gestion du temps ne marchent pas. Ensuite, on va voir que plus, ce n'est pas forcément mieux. En troisième partie, nous allons voir un moyen infaillible de gagner plus avec moins. Et enfin, comment bâtir un succès systématique, mettre en place votre système pour le succès. On fera une petite pause et puis, s'il y en a, bien sûr, s'il y en a, il n'y a pas d'obligation, je répondrai à vos questions à la fin de cette téléconférence. Mais d'abord, laissez-moi me présenter, d'accord? Je m'appelle Nicolas Elzéar, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs du sud de la France. Enfant, je me suis plutôt tourné vers le sport et le dessin que vers l'école, si vous voyez ce que je veux dire. À l'âge de 14 ans, j'ai été sélectionné en équipe de France de canoë-kayak, puis je me suis tourné vers le triathlon jusqu'à l'âge de 25 ans où j'ai fini dans les 100 premiers triathlètes du monde en 1993 et 1994. En parallèle de cette carrière, j'ai passé une maîtrise de sciences économiques sur l'organisation et le management des entreprises, puis intégré un grand groupe international où j'ai travaillé, entre autres, sur le passage aux 35 heures en 1999. L'idée était déjà de savoir comment faire en 35 heures ce que nous faisions en 50 ou 60 heures par semaine. Comment faire les choses autrement pour être plus efficace, être plus productif. Puis, après avoir été coaché moi-même à 31 ans, j'ai décidé de me former au coaching, puis à la préparation mentale pour devenir coach depuis 15 ans maintenant. J'ai eu la chance de coacher de grands champions olympiques ou de champions du monde en ski, en vélo, en alpinisme, en squash, etc. Mais j'ai coaché surtout des milliers de champions du quotidien comme vous et moi qui ont réussi à relever des défis qui semblaient insurmontables, comme perdre du poids, arrêter de fumer, vaincre le cancer, retrouver un emploi, redresser son entreprise. Ce soir, j'aimerais partager avec vous ces milliers d'expériences et toutes ces années d'études et de recherche sur les stratégies de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit et je ne me permettrai pas de vous donner des leçons, car il m'arrive très fréquemment de perdre mon organisation et d'être plutôt occupé que productif, moi aussi. Mais pourtant, j'aimerais vous aider en vous transmettant ce qui m'a permis de reprendre rapidement le contrôle de ma vie, en vous donnant des méthodes pratiques qui ont fait leurs preuves, auprès de milliers de personnes et de tout milieu, de toute activité, le sport, les affaires, la politique, l'art, la vie de famille. J'ai étudié les plus grands experts de la gestion du temps, David Allen, Tim Ferriss, Stephen Covey. Je me suis formé auprès de grands coachs internationaux comme Anthony Robbins, Alain Cardon ou Patrick Leroux. Et j'ai coaché des centaines de personnes avec succès depuis plus de 15 ans. Alors, ne me croyez pas sur parole,
mais ne passez pas à côté d'une occasion de progresser. Testez ce que je vais vous proposer. Alors, être productif, ça veut dire quoi, au fait? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire pour vous expliquer ça. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Êtes-vous productif? Les gens inefficaces sont très occupés, mais les gens productifs, eh bien, sont efficaces. Permettez-moi l'analogie suivante. Vous demeurez dans un village où, tous les jours, vous devez vous rendre à 5 km de marche pour vous procurer de l'eau. Tous les jours. Vous êtes occupé et vous investissez vos efforts, votre temps, à aller chercher de l'eau à la rivière. Votre voisin, lui, décide de diminuer sa consommation d'eau pour quelques jours et de même s'en priver pour changer ses résultats. Ainsi, au bout d'une semaine, il trouve un moyen plus productif de se procurer son eau sans avoir à marcher 5 km aller-retour tous les jours. Après avoir utilisé la deuxième semaine de son temps à bâtir le système, à être plus productif donc, votre voisin invente une pompe et un tuyau pouvant se rendre à la rivière pour puiser l'eau automatiquement. Et pourtant, vous étiez si occupé. Ce n'est qu'une analogie, mais vous voyez, des millions de personnes passent leur vie à marcher aller-retour à la rivière au quotidien. D'autres, quant à eux, décident d'être productifs face à leur destinée. Peu importe notre secteur d'activité, quant à nous avons tous le choix d'être occupés ou d'être productifs. Si vous voulez atteindre vos objectifs les plus grands, croyez-moi, vous n'avez pas le luxe d'être occupé. La morale de cette analogie est que ce n'est pas parce que vous êtes occupé que vous êtes productif. Alors, êtes-vous occupé ou productif? Quelles sont les leçons de cette petite histoire? D'abord, c'est si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous devez sortir du système, de vos habitudes et de vos a priori. Vous devez, vous devez innover, sortir des sentiers battus. Si vous faites comme tout le monde, excusez-moi. Alors, vous devez sortir des sentiers battus. Si vous faites comme tout le monde, vous obtiendrez les résultats de tout le monde, comme la plupart des gens. Le temps de mettre en place un nouveau système, vous n'aurez pas de résultats, voire vous aurez moins de résultats. Et puis la dernière leçon, c'est que est-ce que vous êtes prêt à changer, à vous remettre en question, à faire des sacrifices? Alors, passons à la première partie maintenant. Pourquoi les méthodes de gestion du temps ne marchent pas? Eh bien, laissez-moi vous raconter à nouveau une petite histoire entre David et Mélanie, qui ont de nombreux points communs. Ils travaillent au même endroit, font le même métier, ils sont tous les deux chefs de projet, ils sont divorcés, ils ont chacun des enfants en bas âge qu'ils élèvent seuls. Ils ont fait à peu près les mêmes études. Ce matin-là, à 8 heures, leur chef de bureau leur a distribué 6 travaux urgents à faire. Il en donne 3 à David et 3 à Mélanie. Il les a priés de les terminer pour la fin de journée. Vont-ils y parvenir selon vous? Vers 15h30, Mélanie a terminé ses 3 travaux urgents. David peine énormément et termine péniblement le deuxième. Il n'est pas certain qu'il y parviendra. Quel est le secret de Mélanie? Comment travaille-t-elle si vite? Et pourquoi David n'y parvient-il pas? Étudions leur journée. Pour David, tout d'abord, à 8h30, après avoir commencé à effectuer le premier travail urgent, il s'est mis à réfléchir à la manière dont il pouvait terminer au plus vite le deuxième travail urgent. Pendant 15 minutes, il s'est demandé s'il n'aurait pas dû commencer par le deuxième plutôt que le premier. Finalement, il a recommencé le premier à travailler vers 9h. Mais vers 9h20, son esprit a commencé à lister les courses qu'il devait effectuer ce soir. Cela lui a fait penser qu'il devait encore aller chercher son fils Georges à la crèche. Du coup, il s'est remémoré qu'il ne fallait pas qu'il oublie les couches du petit lorsqu'il ferait les courses. Vers 10h30, il s'est mis sérieusement à se plonger dans son premier travail urgent. Mais à 11h, il se demandait déjà comment il pourrait attaquer le troisième travail urgent. Puis il a fait un décompte du temps qui lui restait pour terminer ses travaux.
Cela l'a stressé, donc il a mis le turbo l'espace de quelques instants. Vers 13 heures, il termine donc son premier travail urgent et passe au deuxième, et ainsi de suite. Quelle a été la technique de Mélanie par contre? À 8 heures, Mélanie s'est plongée dans le premier travail urgent. Elle a focalisé son attention à 100% sur le travail. Bien entendu, son esprit avait aussi envie de vagabonder de temps en temps, mais elle s'est concentrée de telle manière qu'aucune distraction mentale ne pouvait la détourner de son objectif. Terminer ce premier travail urgent. Vers 10h45, elle avait complètement terminé. Elle s'est ménagé 15 minutes de pause avant d'attaquer la suite, le deuxième travail urgent. Le fait d'avoir terminé le premier travail lui a donné confiance en elle. Elle a pu avancer plus vite et terminer le deuxième travail vers 12h20. Et c'est comme ça qu'à 15h30, son troisième travail urgent était achevé, bien avant la fin de la journée. Les secrets des gens efficaces, c'est qu'ils font d'abord l'essentiel, le plus important, plutôt que de faire ce qui est urgent et la dernière chose qu'on lui a présentée. Ils font une chose à la fois plutôt que d'être multitâches et ils savent lâcher prise de la frustration immédiate pour se concentrer sur des choses, des objectifs plus larges. Alors, laissez-moi vous raconter ce que je croyais être. D'accord? C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je faisais partie d'une famille où tout le monde était bon en maths et la plupart étaient mauvais en anglais. Comme je pensais que j'étais bon en maths, quand arrivaient les maths, je me sentais dans une émotion de confiance, de joie, d'envie. Du coup, je faisais plus de maths que les autres et je me régalais. J'avais confiance en mes résultats, en mes méthodes. Les résultats que j'obtenais en maths étaient plutôt bons, ce qui confirmait ma croyance. Je suis bon en maths. Par contre, pour l'anglais, c'était tout l'inverse. Je pensais que je n'étais pas bon en anglais, que c'était fait pour les filles. Alors, quand arrivait l'anglais, j'éprouvais de l'ennui, de la crainte, je ne me sentais pas en confiance. J'évitais chaque fois que je pouvais de parler anglais, et du coup mes résultats en anglais n'étaient pas terribles, ce qui confirmait ma croyance, je ne suis pas fait pour l'anglais. Pourquoi je vous raconte cette histoire personnelle? Eh bien, pour vous expliquer un mécanisme psychologique très important qui explique pourquoi les méthodes de gestion du temps ne marchent pas. Ce mécanisme s'appelle la cohérence psychologique. Nos a priori, nos pensées, ont une influence sur nos émotions. Vous vous souvenez? La pensée, par exemple, je suis bon en maths, a une influence sur les émotions quand arrivent les maths. Ce sont des émotions positives, d'envie, de confiance, de certitude, d'excitation. Les émotions ont une influence sur la qualité des actions que je pose. Si je suis en confiance, la qualité de mes actions sera bonne, je serai sûr de moi. Et puis, sur mon envie, ma motivation, donc je poserai plus d'actions et de meilleure qualité. Évidemment, si je pose plus d'actions et de meilleure qualité, il y a une chance que l'influence sur mes résultats soit positive. Ce qui, eh bien, forcément, si mes résultats sont positifs, vient confirmer mes pensées, mes a priori de départ. Pardon. Ah, hop, 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 hop. Alors, comment je reviens en arrière? Non, non, non. Voilà. Je me suis trompé. Voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, tout simplement pour que vous compreniez bien que la gestion du temps, ah ben, je n'arrive pas à faire le dernier. Bon, c'est pas grave. La dernière flèche qui est entre résultat et pensée qui confirme. La gestion du temps n'est pas avant tout une question d'outils et de méthodes, mais une question d'état d'esprit, d'émotion, bref, d'identité. La plupart des gens font une erreur de raisonnement que l'on voit ici sur la gauche. Ils pensent que avoir de nouveaux outils leur permettra de faire plus de choses et donc d'être plus serein et plus concentré, donc d'être plus efficace. Mais c'est une erreur, c'est une illusion, parce qu'en fait, cette approche-là mentale, cette façon de penser donc, eh bien, demande en fait des efforts, use la volonté, stress. Maintenant que j'ai tous les outils, eh bien, je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Ça procure du stress. Le résultat, c'est que 90% des gens abandonnent de par l'usure que ça demande. Ils se trompent de bataille. Plutôt que de vouloir
développer, d'avoir plus d'outils et plus de méthodes, il ferait mieux de développer d'abord leur identité. Comment être plus concentré, plus engagé, plus investi dans ce que je fais. Cela permettra de faire plus de choses plus vite. Des études ont montré que quand on est concentré, on peut avoir une gain de productivité de 50 à 100%. 50 à 100%. Ce que vous faites aujourd'hui en 2 heures, eh bien, si vous le faites 50% plus vite, vous pourriez le faire en 1h30, 1h15 exactement. Si par contre, vous avez 100% de productivité en mieux, ce que vous faites aujourd'hui en 2 heures, vous pourrez le faire en seulement 1 heure. Ces tests ont été faits d'abord sur des gens qui faisaient des mots croisés, des sudoku ou des parties d'échecs, pour voir leur efficacité quand ils étaient parfaitement concentrés dans un espace complètement calme, silencieux, ou alors quand ils étaient tout le temps déconcentrés avec leur émission préférée à la télé à côté, etc. Les résultats étaient édifiants en termes de productivité, mais également aussi en termes de résultats, d'erreurs commises. Ces tests ont pu être après transposés sur le monde du travail, quand on appelle un client, quand on fait un dossier, etc. Les résultats ont été exactement les mêmes. Autrement dit, la logique, si vous avez une logique, avoir du temps, avoir de l'argent me permet de faire plus de choses, telle et telle chose, et me permettra d'être heureux, serein, joyeux, confiant, épanoui, vous faites une erreur de logique, une erreur de raisonnement. Développez d'abord votre identité, qui vous êtes, vous permettra de faire mieux et plus de choses et d'avoir du temps, de l'argent, des moyens, etc., etc. Cela illustre la loi de Jim Rohn. Pour avoir plus, il faut d'abord être plus. Votre développement personnel est plus important que vos compétences et vos outils les plus sophistiqués. Faites consacrer du temps chaque jour à de la lecture, de la formation, de la remise en cause, des défis, des challenges. Adoptez de nouveaux points de vue, de nouvelles façons de penser grâce à ces lectures, ces formations. Changez vos mauvaises habitudes et testez de nouvelles plus efficaces. Voilà ce qu'est le développement personnel. C'est simplement valoir plus que vos problèmes, valoir plus que vos interrogations. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça, parce que plutôt que vous vous acharnez à essayer de savoir quelle est la nouvelle méthode de gestion du temps qui va vous permettre de enfin avoir du temps pour vous, ou quels sont les nouveaux outils fabuleux et extraordinaires qui vous permettront une nouvelle application qui va vous permettre de gagner du temps, en fait, eh bien très vite, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas organisé, eh bien si vous avez un outil de gestion plus efficace, vous organiserez plus efficacement votre inorganisation. Vous allez plus efficacement organiser votre manque de temps. Alors que si vous devenez quelqu'un de concentré et d'efficace, d'organisé, qui sait planifier, eh bien, vous aurez besoin de moins d'outils pour plus de résultats. Alors, comment développer vos habiletés mentales? Eh bien, d'abord, c'est identifier les habiletés mentales que vous avez besoin. La concentration, la discipline, l'organisation, l'engagement, être impliqué dans ce qu'on fait, une chose à la fois. Savoir définir ses besoins, faire des choix et donc définir ses buts et ses objectifs sont des habiletés mentales qui vous serviront beaucoup plus que la dernière application de l'iPhone, que le dernier livre sorti à la mode sur la gestion du temps. Croyez-moi, savoir développer ces habiletés-là va vous permettre de passer de quelqu'un de très occupé à quelqu'un d'extrêmement productif. Alors, j'entends déjà votre question, les amis. Mais comment développe-t-on une habileté mentale? La première chose à savoir, c'est qu'une habileté mentale, par exemple comme la concentration ou la discipline, se développe exactement comme un muscle. Si vous ne vous en servez jamais, le jour où vous en aurez besoin, eh bien, elle ne sera pas disponible. Si vous faites jamais de sport et qu'un jour vous devez soulever une barre de 200 kg pour sauver vos enfants qui est en train de se faire écraser, vous ne pourrez simplement pas le faire. Par contre, si vous allez à la gym tous les jours et que vous entraînez régulièrement, à soulever des barres, d'abord peut-être de 100 kg, puis petit à petit monter à 100, 120, 200, 200, 150, 200, eh bien forcément, le jour où vous devrez placer un coffre-fort qui est lourd, qui vous empêche, ou déménager une armoire, vous pourrez le faire musculairement. Et bien la concentration, c'est pareil. Si vous travaillez votre concentration tous les jours, eh bien je vous garantis que de plus en plus, vous allez pouvoir rester concentré comme Mélanie sur une seule tâche et être beaucoup plus efficace. Imaginez gagner 50% de votre temps. Ce que vous faites aujourd'hui en 40 heures, eh bien, vous pourriez le faire en 20 heures, simplement en étant pleinement concentré et impliqué à ce que vous faites.
Vous ne me le croyez pas? Vous avez raison. Ne me croyez pas sur parole, mais faites le test. Essayez de voir combien de temps vous arrivez à rester concentré. Et vous verrez que dans certains cas, c'est que quelques minutes, sans que vous ayez une pensée qui vous traverse l'esprit. Vous pensez à autre chose. Vous avez un appel, vous le prenez. Vous avez un mail qui arrive, vous le faites. Vous pensez à quelque chose d'autre et votre esprit vagabonde. Et tout ça, eh bien, encore une fois, testez-le, vous verrez, ça vous fait perdre énormément de temps et de productivité. Alors, comment développer la concentration? Nous allons voir deux choses ce soir. Comment développer la concentration tout de suite. Et puis, comment définir vos objectifs et rester focalisé là-dessus. La recette pour améliorer votre concentration, c'est êtes-vous prêt à prendre 10 minutes par jour pour améliorer votre productivité de 50 à 100%? Si la réponse est oui, alors dites-vous que le secret, c'est d'être pleinement à ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Si vous faites quelque chose et que vous ne pensez à rien d'autre pendant ce temps-là, vous serez efficace, vous serez convaincant, vous serez passionnant, vous serez performant. Donc, vous serez productif. Pour développer votre concentration, chaque jour, prenez 5 minutes et fixez un objet le matin. Quand des idées arriveront, des idées parasites, eh bien, laissez-les filer. Essayez de les chasser pour qu'elles ne vous occupent pas votre esprit, que vous restez concentré sur une pomme, une balle, un téléphone portable, un vase, ce que vous voulez. Mais restez concentré sur ce vase pendant 5 minutes. Vous verrez, au début, c'est l'enfer. Vous n'y arriverez pas. Au bout de 20 secondes, 30 secondes, votre esprit va vagabonder. Ok, prenez l'information, prenez la pensée et chassez-la de votre esprit le plus vite possible. En faisant ça tous les jours, dans quelques temps, vous arriverez à 1 ou 2 minutes de concentration. Ce qui se traduira dans votre quotidien par 10, 20 ou 30 minutes de concentration efficace. Quand vous serez à 5 minutes le matin de concentration, vous pourrez être concentré plus de 1 heure, voire même 2 heures, sans que votre esprit ne vagabonde, ou si votre esprit vagabonde, vous saurez chasser rapidement les idées parasites qui émergent. Recommencez une deuxième fois le midi. Plus vous le faites, plus vous musclerez votre concentration. Comme si vous faisiez des pompes le matin et le midi, eh bien vous progresserez 2 fois plus vite que si vous faites des pompes que le matin. Je ne vous demande pas d'en faire beaucoup, mais de le faire régulièrement. Ensuite, engagez-vous à faire ce protocole pendant 1 mois et observez les résultats. Engagez-vous pendant 1 mois vraiment. C'est là où vous verrez vraiment des résultats spectaculaires. Au bout d'une semaine, vous commencerez à avoir des résultats, au bout de quelques jours. Mais au bout d'un mois, vous verrez des résultats spectaculaires. Vous serez tellement convaincu que plus jamais vous ne ferez autre chose que commencer votre journée par 5 minutes de concentration, méditation, relaxation, appelez ça comme vous voulez, vous pourrez le faire évoluer comme vous voulez, mais ça vous permet de faire des choix plus judicieux. Pourquoi? Parce que votre esprit est clair, reposé comme un verre d'eau qui est sale ou un verre d'eau qui est clair. Lorsque vous prenez 5 minutes pour vous concentrer avant de commencer votre journée, vous aurez les idées claires pour écrire vos priorités et ne pas être l'objet des priorités des autres, parce que si vous ne définissez pas vos priorités, eh bien vous serez l'objet des priorités des autres. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, deuxième partie, plus ce n'est pas forcément mieux. Pour ça, je vais vous raconter l'histoire de la Ferrari face au vélo. C'était il y a quelques années, un de mes clients, plutôt millionnaire, d'accord, avait une Ferrari. Il était débordé, il courait toujours dans tous les sens. Évidemment, eh bien, vous l'avez compris, comme il avait pas mal d'argent, il s'achetait toujours les derniers gadgets à la mode, toujours se payer les meilleurs objets. D'ailleurs, il s'était payé un coach pour être mieux, plus vite, aller plus vite, etc. Et c'est clairement le genre de personne qui pensait que avoir les meilleurs outils, avoir les meilleures stratégies lui permettrait d'être mieux et d'être plus. Et c'est faux, ça ne marchait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à avoir des résultats au niveau de sa santé, au niveau de sa relation de couple, parce qu'au niveau des affaires, tout allait bien, d'accord, alors qu'il appliquait les méthodes et les stratégies qu'on lui conseillait. Je lui ai fait prendre conscience de quelque chose d'important en lui lançant un défi. Je lui ai dit, écoute, on va l'appeler Jacques, d'accord? Écoute Jacques, je te propose une chose. On va faire une course entre ta Ferrari et mon vélo. Et on va voir qui c'est qui gagne. Tu es d'accord? Évidemment, Jack était mort de rire. Et il m'a dit, écoute Nicolas, aucun problème. Si je perds, je te donne ma Ferrari. J'aurais dû parier. Il a accepté son pari. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné rendez-vous le lendemain matin à 8 h au plan d'eau, d'accord, à un endroit près de chez nous.
Et je lui ai dit, écoute, voilà, on va faire la course. Tu es prêt? 3, 2, 1, partez. Je suis parti à fond. Mais lui ne savait pas dans quelle direction aller. Alors bien sûr, très vite, il m'a dépassé et il a continué sa route tout droit. Sauf que moi, j'ai tourné à gauche, puis encore à droite. Le temps qu'il fasse demi-tour, je suis arrivé à faire un demi-tour, d'accord, sur un petit circuit près de chez moi. Et je lui ai dit, ben, tu vois, j'ai gagné. Il me dit, mais attends, mais c'est normal. Toi, tu savais où tu allais. Eh bien, je lui ai dit, c'est exactement ce que je voulais que tu comprennes. C'est que tu peux avoir les meilleurs outils du monde, les plus performants. Si tu ne connais pas ton objectif, si tu ne connais pas ta cible, eh bien, avec beaucoup de puissance, tu iras juste plus vite, nulle part. À la séance d'après, Jacques m'a appelé et m'a dit, Nico, j'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre. Évidemment, ça ne sert à rien d'investir des tas de moyens si je ne sais pas au service de quel objectif c'est. Si je n'ai pas des objectifs précis, eh bien, je vais soit me disperser, soit pas savoir où je vais. Et donc, je perds du temps. Je dépense énormément d'argent pour avoir plus, mais en fait, plus de quoi? Ben, rien qui me satisfait. Et donc, c'est grâce à cette petite expérience que Jack avait compris que les moyens étaient moins importants que de bien savoir où on va et ce que l'on veut. Et s'il y a une des premières choses que vous devez développer pour être productif et pas simplement occupé à faire des tas de choses, mais des tas de choses qui n'ont pas de valeur pour vous. Alors, quels sont l'intérêt de définir vos objectifs et vos buts? Eh bien, la première de ces intérêts, c'est de ne pas être l'objet des priorités des autres. Si vous ne mettez rien dans votre agenda et que je vous appelle en disant, jeudi, on peut se voir, il n'y a rien dans votre agenda, il y a de grandes chances que vous allez me dire oui. Vous allez dire oui à moi, à Pierre, à Paul et à Jacques, et à la fin de vos journées seront prises par les priorités des autres, mais pas les vôtres. Si vous connaissez vos objectifs et vos buts dans la vie, vous allez commencer par les planifier. Et ça vous permettra d'être disponible pour les autres, pour les urgences, pour les obligations, mais après avoir réalisé les choses qui sont importantes pour vous. Des études faites sur la gestion du temps ont montré que la plupart des gens n'avaient pas d'objectifs et de buts. Résultat, leur journée commence par être remplie par leurs obligations ou les obligations des autres. Une fois qu'ils ont passé la majorité de leur temps à satisfaire leurs obligations et les obligations des autres, ils se sentent épuisés, fatigués, mais pas du tout épanouis et satisfaits. Du coup, à quoi ils occupent le reste de leur journée? À des petits plaisirs, des choses pour décompresser. Vous savez, regarder la télé, discuter avec une amie, aller sur Facebook. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là, mais quand vous avez passé l'essentiel de votre journée à faire les priorités pour les autres ou vos obligations, vous ne vous sentez pas épanoui. Vous avez besoin de décompresser, mais une fois que vous faites vos petits plaisirs, la journée est finie, vous êtes épuisé et vous n'avez pas construit d'objectif à long terme. Nous sommes tous victimes de ce mécanisme-là. Nous cherchons la satisfaction à court terme et immédiate. Et les objectifs, les grands objectifs, ne nous font éprouver qu'une satisfaction à long terme. Alors c'est difficile si on ne planifie pas nos objectifs. Mais d'abord, il faut les identifier. Ensuite, une fois que vous aurez défini vos objectifs et vos buts, eh bien, cela vous permettra de faire des choix, de pouvoir dire non à certaines choses et de pouvoir saisir des opportunités. Vous connaissez tous un mécanisme scientifique qui s'appelle le lobe réticulé activateur. C'est quoi? Eh bien, c'est quand, par exemple, vous achetez un nouveau modèle de voiture, pensant que vous étiez le seul, et une fois que vous l'avez acheté, vous vous rendez compte que beaucoup d'autres véhicules ont la même couleur ou sont du même modèle. Est-ce que ces voitures n'existaient pas avant? Bien sûr que oui, mais vous ne les voyez pas. C'est la même chose avec un chandail, un chapeau, ou moi par exemple, ça m'est arrivé, quand ma première femme est tombée enceinte, je me suis mis à voir des poussettes et des petits ventres ronds à tous les coins de rue. Bien sûr que cela existait avant, mais mon esprit ne le percevait pas, ne le voyait pas. Si je me mets un objectif précis, par exemple dans les finances, sur la bourse, je veux réussir en bourse, ok, ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais saisir des opportunités. Quand je vais aller dans un magasin de livres, je ne regarde jamais les magazines sur la bourse. Mais si je me mets un objectif sur la bourse, je vais regarder un objectif sur la bourse ou les paris sportifs ou sur l'immobilier. Si il y a une émission de télé ou des gens qui parlent d'immobilier ou de bourse, je vais regarder ces choses-là. Si je veux perdre du poids, c'est un objectif très précis, je vais saisir les opportunités des gens qui discutent, des informations à la télévision, des magazines ou des informations à la radio. Je vais donc avoir plus d'informations.
saisir plus d'opportunités et donc j'aurai plus de chances d'avancer vers mes objectifs. Enfin, troisième intérêt de définir des buts et des objectifs, c'est d'avoir plus d'énergie et de motivation. En fait, ce qui a été démontré, c'est que si vous ne définissez pas de buts et des objectifs, vous en aurez forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ce sera des buts et des objectifs définis par les autres. Et au bout d'un certain temps, vous allez vous user, vous fatiguer, parce que vous n'avez pas vraiment d'énergie profonde pour satisfaire les buts et les objectifs des autres. Et vous passerez pour quelqu'un qui n'a pas d'ambition, pas d'énergie, pas d'envie. Autre chose, je n'ai jamais vu quelqu'un le matin se lever en disant « Ouais, génial, aujourd'hui je vais payer mes factures ». Mais si vous ne définissez pas vos objectifs, vos buts dans la vie, ce sera uniquement de payer vos factures et de satisfaire vos obligations. Et croyez-moi, ça donne moins d'élan et d'énergie que de dire « Waouh, aujourd'hui je vais contribuer à ma fortune, je vais pouvoir payer des voyages à mes enfants, les amener faire un voyage dans leur pays de rêve, je vais pouvoir leur payer des belles études, je vais pouvoir nous payer un beau bateau pour partir en vacances parce qu'on adore ça le bateau, ou le vélo, ou la remorque à roulettes, peu importe, d'accord. Si mes enfants sont malades, j'aurai de quoi leur payer des soins. Okay, je vais pouvoir être en super forme et puis gagner une course de vélo ou gagner un tournoi de tennis. Waouh, c'est génial. Ça me donne envie de me lever le matin. Ça me donne envie de m'investir. Donc, ça donne plus d'énergie et de motivation. Définir vos buts et vos objectifs est le meilleur moyen d'être productif. Au lieu de courir dans tous les sens et de faire beaucoup de vent, vous allez simplement faire les choses les plus efficaces et qui ont le plus de valeur pour vous. Alors souvent, dans la littérature, on parle d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent est un but qui est facilement quantifiable. D'accord ? Avoir la forme, être heureux, c'est plus difficile. Okay ? Mais l'argent est un but qui est quantifiable. Vous pouvez voir clairement, le définir très précisément et voir si vous en rapprochez ou pas. Mais après, surtout, définir que vous voulez perdre 10 kilos, ou donc peser 75 kilos par exemple, que vous voulez courir plus vite ou faire du vélo plus vite, que vous voulez avoir une meilleure relation amoureuse. Toutes ces choses-là peuvent se définir assez précisément et vous donner de la motivation et vous permettre de mieux gérer vos priorités. Alors, comment définir la cible, vos objectifs, d'accord ? Encore une fois, c'est un travail qui demande du temps, mais qu'il est important de commencer à initier. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, moi, je vous propose de prendre une feuille de papier et un crayon et de répondre à ces quelques questions. Tout simplement, posez-vous la question, quels sont vos objectifs ? Que souhaitez-vous réaliser d'important d'ici la fin de l'année ? D'ici 5 ans, d'ici la fin de votre vie. Alors, vous pouvez marquer par exemple voyager, mais si vous voulez, moi ce que je rêve, c'est de voyager au Mexique, parce que j'ai toujours adoré voir le Mexique, les pyramides Inca, etc., machin, les eaux bleues, etc. Soyez le plus précis possible. Si votre rêve, c'est de dire, je veux me payer une voiture de luxe, super, mais donnez la marque, le modèle, la couleur, à l'intérieur, si c'est du cuir, du machin, quelles sont les options qui vous font, qui vous stimulent. C'est le but d'un objectif, c'est de vous stimuler, de vous donner envie de vous lever le matin, de vous donner envie de vous dépasser, de vous coucher tard, de faire des sacrifices. Donc, il y a des choses que vous pouvez réaliser d'ici la fin de l'année, d'autres d'ici 5 ans, d'autres d'ici la fin de votre vie. Eh bien, prenez 5 minutes et commencez à les écrire. Ensuite, vous pourrez aller sur votre identité, c'est-à-dire quel type de personne aimeriez-vous être ? Vous aimeriez être plus calme, détendu, serein, disponible pour les autres, être plus en forme, être plus prospère, être plus un entrepreneur. Définissez les traits de caractère que vous admirez le plus, par exemple chez d'autres personnes. Je sais pas, identifier, alors je vais dire des noms de personnalité, mais ça peut être des gens autour de vous, votre oncle, votre tante, un ami, votre patron ou un collègue de travail qui est lui en super santé ou qui sait avoir du charisme, qui sait parler aux autres, qui sait les aider, etc. Ok, définissez ces traits de caractère que vous aimez. Et ensuite, on mettra un plan d'action pour l'atteindre. Mais si vous ne définissez pas déjà ce que vous voulez, vous serez encore une fois soit l'objet des priorités des autres, soit l'objet de votre conditionnement. Depuis que vous êtes enfant, eh bien, on vous a quelque part, volontairement ou volontairement, mis des objectifs et des buts dans la tête. Croyez-moi, dans mon métier, tous les jours, je vois des personnes de 40 ans ou plus qui viennent me voir en me disant « Ouais, j'ai bien réussi ma vie. Le problème, c'est que j'ai jamais fait ce que je voulais vraiment faire, ce qui m'épanouit. Et aujourd'hui, je recommence tout à zéro. » Alors bien sûr, ils vont se servir de leur vie, mais si vous pouvez démarrer aujourd'hui à définir les choses qui vous apportent de la satisfaction, de l'épanouissement, de la joie de vivre, eh bien, faites la liste de vos objectifs et
En la lisant, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait vraiment profondément? Encore une fois, est-ce que, en lisant cet objectif, j'ai envie de faire des sacrifices? J'ai envie de me lever tôt le matin, j'ai envie de travailler dur, j'ai envie peut-être de voir moins mes enfants, j'ai envie de faire des sacrifices à court terme pour l'avoir à long terme. Si c'est un objectif comme ça, c'est un vrai objectif pour vous. Sinon, il y a des chances que ce soit un objectif, on va dire, social, qu'on vous a conditionné. Ah ouais, ça serait bien de faire le tour du monde. Ouais, ouais, on a toujours dit ça. Ouais, ça serait bien d'écrire un livre. Ouais, j'ai toujours entendu dire ça. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de faire des sacrifices pour ça. Eh bien, virez-le de votre liste et écrivez la liste de vos objectifs. Des objectifs dans le domaine familial, dans le domaine personnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de vos loisirs, bien sûr dans le domaine de votre vie professionnelle, dans le domaine de vos finances. Définissez les choses que vous voulez faire, définissez la vie que vous voulez avoir. Alors il y a deux autres petites questions qui sont peut-être un peu plus dérangeantes, mais intéressantes à se poser pour savoir définir nos objectifs. C'est, imaginez que vous gagnez 15 millions au loto. Vous n'avez plus à travailler pour vivre. Ceci dit, vous allez encore occuper vos journées. Ben, demandez-vous à quoi j'occuperais mes journées si je n'avais plus l'obligation de travailler. Est-ce que ça serait vraiment ça? Tous les millionnaires que je connais ou que j'ai étudiés continuent de travailler, et parfois 10 ou 12 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent se payer le luxe d'avoir une vie exaltante. Souvenez-vous, pour réussir, il ne faut pas avoir de l'argent, mais il faut être déjà millionnaire dans votre tête. Faites ce que font les millionnaires, faites ce que vous feriez si vous étiez millionnaire, et croyez-moi, c'est le meilleur moyen d'être un millionnaire. Une sagesse québécoise dit, si vous voulez tout l'or du monde, faites ce que vous feriez si vous aviez tout l'or du monde, et vous aurez tout l'or du monde. Allez, prenez une minute pour écrire vos objectifs, ceux qui vous viennent, et puis croyez-moi, le secret, si vous pensez que vous le travaillez une seule fois et que vous avez fini, vous aurez tort. Pendant 15 jours, révisez tous les matins vos objectifs. Relisez-les et révisez-les. Réécrivez-les et vous allez voir, ça va vous donner comme une boussole à toute votre énergie, vos pensées, vos actions vont aller dans le même sens. Allez, on passe à la partie suivante. On va voir un moyen infaillible de gagner plus avec moins. Et oui, je sais que ce n'est pas dans l'air du temps, mais il est parfaitement possible d'avoir beaucoup plus de résultats avec beaucoup moins de moyens. D'abord, laissez-moi vous parler de M. Pareto. Pareto était un économiste italien qui a démontré que 20% des moyens produisent 80% des résultats. 20% des moyens que l'on met produisent 80% des résultats. Je vais vous l'expliquer d'abord d'une manière simple. Imaginez un champ de plants de haricots. Eh bien, ce qu'a démontré Pareto, c'est que 20% des plants produisent 80% des haricots. Tout le reste ne produit que 20%, une production assez faible. Au départ, Pareto a démontré ça pour la richesse mondiale. Il a démontré que 20% de la population mondiale produisait 80% des richesses. Puis ensuite, il s'est amusé à le démontrer dans tout un tas d'autres domaines économiques. Et depuis plus de 100 ans, des économistes, des ergonomistes, des scientifiques de tout genre sur la santé, sur le sport, sur l'art, etc., ont démontré que cette règle s'appliquait quasiment à tous les domaines d'activité. Une de mes clientes consacrait une grosse partie de son temps à essayer de développer son activité. Elle n'avait pas compris que 20% de ses clients lui rapportaient 80% de son chiffre d'affaires. Résultat, elle passait l'essentiel de son temps à s'occuper des clients qui avaient des problèmes ou qui achetaient peu. Lorsque je l'ai coachée, je lui ai conseillé de consacrer, d'identifier d'abord ces 20% de clients qui lui rapportaient le plus de chiffre d'affaires. On n'était pas à 80%, mais on était aux alentours de 70, un peu plus. Elle a identifié ses clients et cela les a bichonnés. Elle a essayé d'identifier leurs caractéristiques et elle a essayé d'en trouver d'autres qui avaient les mêmes caractéristiques. Les autres clients, elle leur a envoyé une lettre en leur disant voilà maintenant les conditions dans lesquelles je travaille. Si vous voulez, vous serez le bienvenu et si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème pour moi. Elle a éliminé beaucoup de clients mais qui leur apportaient peu de chiffre d'affaires. Le temps qu'elle a dégagé, elle a consacré à ses bons clients qui ont racheté plus et qui lui ont amené d'autres clients. Résultat,
Elle est passée en 6 mois de 1 000 € de salaire personnel à plus de 5 000 € de salaire personnel. Et au lieu de travailler 50 ou 60 heures, elle ne travaillait plus qu'une trentaine d'heures dans son entreprise. Vous voyez, cela peut s'appliquer à tous les domaines de vie. J'ai beaucoup étudié le sport, on peut faire la même chose. Dire que 20% des entraînements produisent 80% des résultats, le reste eh bien, est souvent que de la fatigue et de l'occupation et pas de la productivité. Alors, maintenant, le secret, c'est de consacrer du temps à votre excellence. Vous allez prendre une feuille de papier et faire le tableau qu'il y a ici. À la verticale, vous allez marquer votre niveau de passion pour les activités que vous faites. Essayez de lister en fait toutes les activités qui occupent votre journée, votre semaine, tout ce que vous devez faire dans votre travail par exemple. Ensuite, vous allez les placer ici. Tout ce qui est au-dessus du trait bleu, ici en pointillé, ce sont les activités que vous aimez faire. En dessous, ce sont les activités que vous n'aimez pas faire. Des fois, il y a des choses qu'on doit faire, mais on n'aime pas faire. Ensuite, vous allez tracer ici la ligne des compétences. Ce qui est à gauche, ce sont toutes les activités pour lesquelles vous n'estimez pas être très compétent. À droite, vous allez mettre les activités pour lesquelles vous êtes compétent. D'accord ? Je vous donne un exemple personnel, d'accord ? Ici, les choses que j'aime faire et je suis compétent, eh bien, c'est coacher des clients. D'accord ? Plus particulièrement, les coacher en cyclisme ou en préparation mentale. J'adore faire ça et je suis très compétent. Ça, eh bien, il faut que je le planifie pour le renforcer, le développer, en faire plus. Parce que là, quand je fais ça, les activités qui sont dans ce carré planifié ici, eh bien, j'apporte une grande valeur ajoutée à mon entreprise. Ensuite, il y a des choses pour lesquelles je suis compétent parce que j'ai été formé, je sais faire, etc. Mais j'aime pas trop faire. Ça m'use, ça me fatigue. D'accord ? C'est par exemple tout ce qui est le développement marketing sur Internet ou la gestion des fichiers clients, des choses comme ça. Je sais faire, mais j'aime pas trop le faire. Eh bien ça, j'ai les compétences pour pouvoir le déléguer à quelqu'un d'autre ou même l'automatiser. Trouver des systèmes informatiques qui font que la plupart des choses sont automatisées. Ça me fait gagner énormément de temps. Je peux le déléguer aussi à quelqu'un, puisque si je sais le faire, je pourrais bien le déléguer. Enfin, il y a certaines choses que j'adore faire, mais je ne suis pas encore très compétent. Par exemple, tourner des vidéos. J'adore faire ça, j'aime bien le faire, mais j'ai encore des tas de choses à apprendre. Et bien là, il faut que je planifie de la formation pour m'améliorer et passer dans le cadran de l'excellence, où j'apporte une grande valeur ajoutée. Enfin, il y a les choses pour lesquelles je suis ni compétent ni passionné. Là, je vous conseille fortement d'investir dans un expert. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous reparler d'une autre de mes clientes qui, quand elle a lancé son entreprise, eh bien, s'est dit, je vais économiser 1 500 € parce que je vais faire ma comptabilité moi-même. C'est vrai, une petite entreprise, c'est facile, elle était en auto-entrepreneur, etc. Très bien. Son expert comptable lui prenait pour sa comptabilité, qui était assez simple, 1 500 € par an. Pour 1 500 €, il lui faisait une comptabilité régulière et à la fin de l'année, il lui faisait son bilan. Cela prenait à ma cliente environ 3 heures par semaine, une matinée, pour pouvoir tenir sa comptabilité à jour. Elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, malgré cette décision qui lui faisait économiser 1 500 €. Alors on a regardé ensemble. Je lui ai dit, quand tu passes une matinée à faire la prospection auprès de clients, tu arrives à toucher combien de clients? Elle m'a dit grosso modo 3 ou 4 clients. Très bien. Et sur 3 ou 4 clients, combien signent? Elle m'a dit, en général, sur 3 ou 4 clients, j'en ai un ou deux qui signent pour en moyenne environ 500 €. Génial. On a fait le calcul. À la fin du mois, si elle a un ou deux clients qui signent chaque semaine, d'accord, eh bien, elle a 1 000 € de plus par semaine, soit 3 ou 4 000 € de plus par mois. Multiplié par 12 mois, on va prendre 3 000 €. Ok, ça fait 36 000 € de plus à la fin de l'année. Vous ne pensez pas qu'elle peut investir 1 500 € dans son expert comptable? Bien sûr que oui. En consacrant chaque semaine 3 heures pour gérer sa comptabilité, eh bien, elle économise 1 500 €, mais elle perd 3 600 €. Mon exemple,
qui est chiffrée, vous permet juste que si vous consacrez du temps à votre excellence, vous êtes beaucoup plus productif. Elle était occupée de la même manière, elle faisait d'un côté de la comptabilité qu'elle n'aimait pas trop et sur laquelle elle n'avait pas une grande expertise, donc elle passait plus de temps qu'un expert comptable, d'accord, et elle avait moins d'efficacité, plutôt que de passer du temps là où elle excellait. Alors, remplissez-vous ce tableau, commencez par faire une liste de toutes les tâches et peut-être notez-les sur un carnet pendant une semaine et à la fin de la semaine, vous prenez ce tableau et vous classez toutes les tâches que vous faites dans les carrés en vous posant la question, est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas? Est-ce que je suis compétent ou est-ce que je ne le suis pas? Soyez honnête avec vous-même. Et une fois que vous aurez placé ces choses-là, prenez les actions qui sont inscrites ici. Planifiez-en plus de vos actions dans l'excellence. Déléguez les choses pour lesquelles vous êtes compétent mais que vous n'aimez pas faire. Formez-vous aux choses que vous adorez faire mais pour lesquelles vous n'êtes pas compétent. Et enfin, déléguez à un expert les choses pour lesquelles vous n'êtes ni compétent ni passionné. Enfin, maintenant, c'est bien d'avoir du succès, d'avoir vu ces 3 méthodes qui vous permettent d'être plus productif, mais comment mettre en place un succès systématique? D'accord? Imaginez quelque chose qui s'auto-alimente en permanence et qui permette que votre succès soit systématique. Eh bien, laissez-moi vous parler de l'effet cumulé. Pour ça, imaginez que je vous fasse la proposition suivante. Soit je vous donne 3 millions d'euros tout de suite, soit je vous donne 1 centime tous les mois. Mais ce centime est particulier. Il se double tous les mois. Ce sont des centimes qui se décuplent tous les mois. Que va-t-il se passer? 90% de la population va prendre les 3 millions d'euros tout de suite. Okay, parce que 1 centime tout de suite, au bout de 10 mois, vous allez avoir peut-être que 3 ou 4 euros, d'accord, puisque chaque mois, il va se dédoubler et par un effet mathématique, hein, donc c'est 2 exposant 31, parce qu'au bout de 31 mois, eh ben, ce centime vaudra 10 millions d'euros. Mais il vous faudra attendre 31 mois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire que de petites actions régulières ont un effet à long terme qui peut avoir un impact très important. Mais le problème, c'est qu'à court terme, vous n'allez pas en voir les résultats. En fait, jusqu'au 20e ou 25e mois, vous n'allez être même pas qu'à 2 ou 3 000 euros. Et puis, c'est sur la fin que les résultats vont se faire sentir. Je pourrais vous donner aussi un autre exemple, c'est celui de 2 copains. Ils font le même boulot, ils ont le même âge, ils font à peu près le même gabarit. D'accord? On va les appeler Bruno et Alain. Alain décide une chose toute simple. Il décide de dire tous les mois, tous les jours, je vais essayer de faire attention à manger 100 calories de moins. D'accord? Comment? Soit une mauvaise habitude alimentaire que j'ai, je vais la supprimer. Par exemple, je mange le soir, je mangerai plus de crème dessert, ça fait à peu près 100 calories. Et ben voilà. Ou sinon, je fais un quart d'heure ou 20 minutes de sport, ça dépend 100 calories. Tous les jours, il essaie de faire ça. D'accord? Et Bruno, lui, par contre, décide de ne pas changer ses habitudes alimentaires. Et puis, au contraire, il regarde des émissions de cuisine, il cuisine un petit peu, etc. D'accord? Mais on va dire qu'il ne change rien. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois? Eh bien, pas grand-chose. Il n'y aura pas un gros écart entre Bruno et Alain. D'accord? Mais au bout de 36 mois, que va-t-il se passer? Eh bien, 36 mois en économisant 100 calories par jour, au bout de 36 mois, ça fait 2 ans et demi, Alain pèsera 15 kilos de gras de moins. 15 kilos de gras. Vous imaginez la différence que ça fait? C'est considérable. Là, la différence se voit. Alain est à la pêche, est dynamique, et entreprenant. Par contre, l'effet cumulé a beaucoup ce qu'on a aussi d'effets ricochets, c'est-à-dire d'effets secondaires. Bruno, lui, qui a continué à manger normalement et tout ça, est devenu un petit peu gros, un petit peu léthargique, il est un peu fatigué. Ce qui fait qu'au bureau, il est moins productif. Son patron lui fait des remarques. Le soir, quand il rentre à la maison, il est blessé par les remarques de son patron et il se sent frustré de ne pas être
d'avoir des promotions au fur et à mesure des jours. Il rentre, il est agressif un peu avec ses enfants et il est moins disponible pour sa femme. Il est moins sexy aussi. Petit à petit, elle se sent délaissée et lui, il commence à avoir des tensions au niveau de son couple. D'accord? Donc, il est moins en forme, moins reconnu dans son travail et moins bien dans sa vie de famille. D'accord? À l'inverse, on pourrait dire qu'Alain, eh bien, au contraire, a plus la forme, est plus en énergie, il fait des compètes de vélo, il est plus dynamique à son travail, il a des promotions, sa femme le trouve plus sexy, il est forcément plus en forme, plus disponible aussi, etc., etc. Vous voyez, il y a des effets cumulés comme ça qu'on ne voit pas au quotidien, mais l'accumulation de ces petits actes au quotidien fait une grande différence à long terme, mais pas à court terme, c'est la difficulté. Donc, je reprends cette merveilleuse citation de Kate Cunningham qui dit « Des actions ordinaires faites de façon constante créent des résultats extraordinaires ». Le principe de l'effet cumulé, c'est de prendre des petites mesures pour dépasser nos peurs. En fait, la plupart de nos peurs avec un S, d'accord, eh bien, viennent du fait qu'on essaie de manger un éléphant d'un coup. C'est trop gros et on n'y arrive pas. Si vous mangez par petits bouts, si quelque chose vous fait peur, dites-vous, je vais faire une action. La plupart des gens qui veulent faire un régime, par exemple, commettent une erreur de vouloir trop se restreindre sur beaucoup de choses. C'est une erreur. Commencez par faire de petites restrictions. Par exemple, j'avais un de mes coachés, on va l'appeler Pierre, d'accord, qui pesait 130 kilos et qui avait tout essayé, de l'anneau gastrique, etc., des régimes, il n'y arrivait pas. Après un coaching, je lui ai proposé de diminuer une petite chose qui se sentait de diminuer chaque semaine. Il a commencé par me dire, je mets 3 ou 4 cafés, je ne me souviens plus, 3 ou 4 sucres dans son café. Il m'a dit, ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je vais diminuer d'un sucre. Je lui ai dit, ça me semble trop, Pierre, diminue d'un demi-sucre chaque semaine. Il a diminué d'un demi-sucre chaque semaine. Ça a été facile. Il m'a dit, honnêtement, je n'ai pas vu la différence. Du coup, la semaine d'après, il a diminué encore d'un demi-sucre. Et la semaine d'après, encore d'un demi-sucre. Au bout de 6 ou 7 semaines, il ne mettait plus de sucre dans son café. Est-ce que cela lui avait fait perdre beaucoup de gras? À court terme, non. Mais à court terme, cela lui a fait reprendre confiance en son alimentation. C'est lui qui contrôlait son alimentation et plus son alimentation qu'il contrôlait. Il a pratiqué la stratégie des 100 calories par jour. Et, eh bien, en moins de 3 ans, figurez-vous qu'il a perdu plus de 15 kilos, d'accord? Il a perdu 30 kilos. Il arrivait en dessous des 100 kilos en moins de 3 ans parce que il y a eu des effets ricochets, des effets cumulés qui se sont développés parce que forcément quand on perd du poids, on a envie de faire plus de sport, les choses s'accélèrent un petit peu comme ça. Donc prenez des petites mesures. Être très progressif par petits paliers, avancer petite étape par petite étape de manière à ce que ce soit adapté, que votre organisme ait le temps de s'adapter sans stress. Faites-le dès maintenant. Suite à cette conférence, définissez des bonnes et des mauvaises habitudes et changez vos bonnes habitudes maintenant. Commencez tout de suite car les effets se feront à long terme. Plus vous commencerez tôt, plus vous aurez les effets rapidement. Engagez-vous à le faire dans la durée. C'est pour ça que c'est important que ce soit adapté. Parce que si vous faites des gros changements, des gros régimes, pour rester dans l'alimentaire, ou des gros changements dans vos choix économiques, vous ne tiendrez pas dans la durée. Si c'est des petits changements, vous tiendrez dans la durée. Enfin, sachez qu'au départ, vous aurez de faibles résultats au début, et c'est ce qui va faire que la grande majorité des gens abandonnent. Mais dites-vous que ceux qui réussissent sont prêts à faire des choses que ceux qui échouent ne sont pas prêts à faire. Donc, c'est bien, on va être lucide et pas se mentir. Les résultats se feront à long terme si vous faites des petites actions, mais que vous les faites longtemps. C'est ça la clé de l'effet cumulé. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour mettre en place maintenant votre système de succès pour être productif. Eh bien, il faut que vous respectez ces 5 points-là. Choisissez, définissez vos objectifs. Un objectif, par exemple, financier, un objectif de couple. Allez, prenons un objectif de couple. Définissez de dire, allez, je choisis d'avoir une meilleure vie de couple. D'accord? Alors, essayez de décrire avec le plus de précision votre vie de couple, comment elle serait. Le matin, on se parlerait comme ça. Quand on n'est pas d'accord, on pourrait se parler comme ça. On pourrait faire telle et telle chose. La tendresse, les projets, l'éducation des enfants, la sexualité. Bref, envisagez toutes les choses avec précision. La première action, c'est de définir votre objectif. Ensuite,
Prenez des petites mesures, des choses que vous pouvez faire facilement. De vous dire, par exemple, tous les matins, plutôt que de me lever du lit, partir chacun de son côté, je vais prendre 1 minute pour faire un câlin à ma femme ou à mon mari et lui dire que je l'aime. Ok, juste ça. Et puis, la semaine suivante, vous prendrez 2 minutes pour aider votre compagne à faire la vaisselle et puis votre mari à faire le jardin ou du bricolage, d'accord? À aider l'autre. Et puis prenez 2 minutes pour discuter ensemble le soir, voilà. Et puis prenez tout un tas de petites mesures et progressivement augmentez les mesures. Décidez de le faire maintenant et engagez-vous à le faire longtemps. Au début, vous n'aurez que très peu de résultats. Dites-vous que dans 6 mois ou dans un an, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Mais imaginez la chose suivante. Imaginez que toutes les semaines, vous preniez la décision de vous faire un petit rendez-vous d'amoureux, un petit repas à deux. D'accord? Eh bien, que va-t-il se passer d'ici 2 mois? Il ne va pas changer grand-chose. Par contre, dans un an, dans 2 ans, vous aurez cumulé, d'accord, 2 heures par exemple toutes les semaines ensemble. Donc vous aurez cumulé plus de 250 heures d'intimité. Par rapport à la grande majorité des couples qui, au bout de 6 mois, se rendent compte de se dire, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait une petite soirée à deux. Ah tiens, ça fait 3 ans qu'on n'est pas partis en vacances tous les deux. Il y a pas très longtemps, j'ai un de mes anciens amis qui m'appelait en me disant, Nicolas, un divorce me tombe sur les yeux. Je me rends compte que j'ai pas du tout pris soin de mon couple et que on s'est fait avoir par l'usure. C'est le cas de la plupart, de la plus grande majorité des couples. Alors ne tombez pas là-dedans. Voilà un exemple de système, d'accord, qui va mettre en place votre succès. Ce sont des petites actions ordinaires faites avec constance, régulièrement. Planifiez-les. Je sais bien que planifier un rendez-vous de couple, ça peut paraître farfelu. Mais souvenez-vous, les gens qui réussissent sont prêts à faire ce que les gens qui ne réussissent pas ne sont pas prêts à faire. Bien sûr, on va passer du temps ensemble, mais si on ne programme pas un temps de couple ou un temps avec ses enfants, moi j'ai 4 enfants, si je ne programme pas un temps avec chacun de mes enfants, très vite, les devoirs, l'école, le bain, mettre la table, débarrasser la table, etc., notre vie se fait remplir par le quotidien. Si on ne planifie pas ça, on passe à côté de nos enfants, on passe à côté de nos amis, on passe à côté de notre couple. Pourquoi ne pas prévoir 1 heure par semaine pour appeler tous nos amis? Alors on ne pourra pas appeler chaque semaine tous nos amis, mais je préfère appeler chaque semaine 2 ou 3 amis et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, j'ai fait le tour de mes amis les plus précieux, plutôt que de me rendre compte que ça fait 6 mois, un an que je n'ai pas appelé un ami. Alors maintenant, c'est à vous. Passez à l'action, plan d'action. Sachez que 99% de nos choix sont inconscients. C'est-à-dire, nous reproduisions les mêmes choses, ce qui entraîne les mêmes résultats et donc souvent les mêmes erreurs. En notant sur un carnet vos habitudes les plus productives et vos mauvaises habitudes, vous allez avoir une prise de conscience. Achetez-vous un carnet. Prenez-en un tout de suite si vous en avez un. Sinon, faites-le dès demain matin. Et par rapport à un de vos objectifs, celui qui vous enthousiasme le plus, eh bien, euh, écrivez, écrivez vos habitudes. Ensuite, renforcez les bonnes habitudes en leur donnant plus de temps. Vous prenez déjà du temps avec votre femme, très bien, prenez-en plus. Vous prenez déjà du temps pour du sport, prenez-en plus, prenez-en mieux. Vous prenez déjà du temps pour gérer votre budget, votre argent, pour appeler des clients, prenez-en plus. D'accord? Donnez-leur plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent. Remplacez les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. C'est en écrivant sur votre carnet ces habitudes-là que vous pourrez les identifier et puis les remplacer par de bonnes habitudes. Alors, je vais vous donner quelques exemples de bonnes habitudes à prendre, par exemple. Musclez quotidiennement votre mental. Vous vous souvenez, le mental est comme un muscle. Donc, par exemple, chaque matin, lisez vos objectifs et affinez-les. Ça permettra de concentrer votre esprit, d'être focalisé sur votre état d'esprit. Ensuite, remplacez les actualités par des livres ou des audios de développement personnel ou de formation sur l'objectif que vous développez. Encore une fois, la relation de couple, la relation à vos enfants, le développement de votre activité business, la gestion de votre temps, apprendre l'anglais, je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais ça va muscler votre mental. Faites 5 minutes de sport. Faites 5 minutes de sport par jour. Et oui, plutôt que de dire je me mettrai au sport, je ferai 1 heure, 2 heures, etc. Vous le faites 2 ou 3 fois par semaine pendant 3, 4, 5 semaines et puis au bout d'un moment vous arrêtez parce que ça ne rentre plus dans votre agenda. Préférez faire 5 minutes de sport par jour le matin en vous préparant pour être en pleine santé, bien respirer, avoir des muscles toniques, bien oxygénés.
ça va améliorer votre santé, votre énergie. Vous serez plus performant dans tous vos projets de vie, qu'ils soient professionnels, relationnels, etc. Remplacez une mauvaise habitude alimentaire par semaine. D'accord? Par exemple, je sais pas, vous mangez trop gras. Ben, ok, ben, au moins une fois par jour, vous faites un repas où il n'y a pas de gras. D'accord? Ou une fois par semaine pour commencer. Une petite habitude, mais faites-le toutes les semaines. Passez 3 appels de vente chaque jour. Si c'est votre métier de développer votre activité, votre entreprise, eh ben dites-vous, allez, je planifie 1 heure tous les jours, je passe 3 appels de vente. Ben, je vous garantis que les 3 prochains mois, est-ce que ça va faire une grande différence? Peut-être pas. Mais dans 3 ans, la différence sera considérable, etc. Lancez-vous un challenge et suivez-le sur votre carnet. C'est-à-dire, chaque semaine, faites un point des 2, 3, 4 nouvelles habitudes que vous mettez en place et vérifiez simplement si vous l'avez fait combien de fois dans la semaine. Je l'ai fait 5 fois par semaine. Ah ben tiens, je vais prendre l'habitude de faire un câlin tous les matins à ma femme et un soir de lire une histoire à ma fille. Je l'ai fait combien de fois cette semaine? Tous les soirs? 5 fois par semaine? 3 fois par semaine? Si vous ne l'écrivez pas, vous n'en prendrez pas conscience. Et comme disait notre maître à tous, euh, John Whitmore, eh bien, ce dont j'ai conscience, je peux le contrôler. Mais ce qui échappe à ma conscience me contrôle. Voilà les clés de cette petite téléconférence. Si vous avez je vais faire une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la droite, vous avez un petit onglet où vous pouvez poser une question. J'y reviendrai et je répondrai à vos questions. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous quittent maintenant. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez sur nicolas-elzéar.com. Vous pourrez avoir des articles, vous pourrez avoir l'enregistrement de cette téléconférence et puis également bénéficier d'un superbe bonus gratuit. Euh, Comment trouver du temps pour en gagner? 50 astuces pour vous dégager du temps et mettre en place votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Posez-moi la question et donc à tout à l'heure pour ceux qui sont là ou sinon, bonne soirée et merci d'avoir participé à cette mini-conférence. Bonsoir Sonia, t'es en ligne? Ouais, c'était super. Ouais, j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, c'était extra, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je me suis régalée, je l'ai suivi d'un bout à l'autre. Ah bon, bah super, génial. Ouais, ouais, ouais. Bon, Bon, eh ben, écoute, je pense que tu dois être lessivée là. bah écoute, ça va. Je Ouais, vais voir, j'ai un ou deux autres ouais. participants, je vais leur poser la Bon, question et puis on en reparlera après. ouais, carrément. T'as Bonne pas, soirée. est-ce que tu as des questions, toi? Tu veux me poser une question? Non, on en parlera tranquillement. Merci beaucoup. Allez, merci Sona, bonne soirée. Ciao. Ouais. Bonsoir Vincent, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends, Vincent? Ah, peut-être que Vincent. Allô? Ah oui, bonsoir Vincent. Oui, je vous entends. Est-ce- Allô? Oui, moi je t'entends aussi. Oui, je vous entends bien. Non, je vous découvrais, je faisais un peu le tour. Bien. Alors, tu as pu assister à la conférence ou en partie, peut-être que tu... Je suis arrivé au milieu, mais oui, ça allait bien. Bon, ben, tu sais que tu pourras bénéficier de l'enregistrement, hein, vu que tu es inscrit. Tu vas le recevoir dans les jours qui viennent. D'accord? Est-ce que tu as Par mail des... directement? Oui, oui, tu recevras le lien par mail directement, ouais. Et après, tu Génial. pourras aller sur une... Donc comme ça, si tu as loupé le début, tu pourras voir la suite. Pas de souci. Ça fait combien de temps que vous faites du coaching? Ça fait depuis plus de 15 ans. Je me suis D'accord. installé officiellement en 2003 et j'avais commencé 3 ans avant en me formant et dans mon ancien métier. D'accord. Bah, en tout cas, elle était pas mal la présentation. Vous avez fait ensemble pas mal de points à éclaircir et j'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Et Ah ça bon. m'a bien plu. Est-ce que tu as des questions à poser ou est-ce qu'il y a des points qui t'ont
marqué, interrogé ou sur lequel tu voudrais des précisions? Non, vous avez bien développé chaque sujet et puis c'était assez pas mal et surtout assez concret. Bon, ah ben merci, ça me fait plaisir. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis merci d'avoir assisté à cette téléconférence. Merci beaucoup et vous aussi, vous en ferez d'autres ou pas? Je pense, oui, oui, tout à fait. Reste bien. D'accord, Tu es inscrit sur nicolaelzr.com? pas encore. Ben, je t'invite à y aller, comme ça, en t'inscrivant, en plus, tu seras informé des prochaines téléconférences. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, allez. Bonne soirée. Au revoir.